Les Maliens sont appelés aux urnes le 11 août 2013 pour le deuxième tour de la présidentielle. En tout cas, sauf circonstances exceptionnelles, en attendant la correction des anomalies constatées lors du premier rendez-vous. Autre rendez-vous, cette fois-ci, c'est sur le terrain de football. Demain, c'est la deuxième journée de la Coupe de la Confédération phase des poules. Le stade malien de Bamako sera face au stade sportif sfaxien de Tunisie. Les nôtres doivent impérativement gagner pour combler les retards. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, sachez que le président de la République par intérim a quitté aujourd'hui Bamako pour Jeddah en Arabie Saoudite. Dioncounda Traoré a été salué à son départ à l'aéroport international Bamako-Sénou par le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et le corps diplomatique. Voilà le président de la République salué ici par le Premier ministre Django Sissoko, les membres du gouvernement et le corps diplomatique. Voilà le président de la République. Je vous l'annonçais dans les titres, sauf circonstances exceptionnelles, le second tour de l'élection du président de la République est prévu le 11 août prochain. Entre-temps, le ministère de l'administration en charge des élections mettra les bouchées doubles pour corriger les anomalies constatées ça et là lors du premier tour. Abbas Famouri Traoré. Le scrutin du 28 juillet 2013 s'est déroulé à la satisfaction générale de bon nombre d'observateurs nationaux, internationaux et de nos concitoyens. Cependant, certains des nôtres n'ont pu accéder aux urnes, soit par faute de retrouver leur bureau de vote ou par défaut d'obtenir leur carte NINA. Comment le département aborde-t-il ces correctifs exigés? Au lendemain justement du premier tour, le retrait des cartes NINA commence et va se poursuivre jusqu'à la veille du second tour, c'est-à-dire jusqu'au 10 août. Maintenant, ce retrait va se faire au niveau de Bamako auprès du gouverneur du district. Au niveau des cercles, ça va se faire auprès des sous-préfets. Et dans les juridictions de l'étranger, ça se fera au niveau des ambassadeurs et des consuls. Et pour certains électeurs qui avaient leur carte NINA, mais qui avaient eu des difficultés à retrouver leur bureau de vote. Nous rappelons à ces électeurs que le dispositif mis en place par la DGE reste toujours valable, c'est-à-dire à travers le SMS, à travers également Internet, et sans oublier que de toute façon, ils peuvent toujours se déplacer au niveau des mairies pour avoir les informations nécessaires sur leur bureau de vote. Au sujet des bulletins nuls enregistrés lors du premier tour du dimanche passé, l'encre utilisée serait mise en cause en partie. Nous savons grosso modo quelques raisons qui expliquent cela, et notamment il ressort qu'au niveau de certains bureaux de vote, les électeurs ont utilisé l'encre indélébile à la place de l'encre rigide. Or, bon, ces deux encres n'étant pas de même nature, naturellement, ce qui a conduit effectivement à annuler, parce que dans la mesure où on ne pouvait pas savoir celui pour qui on a voté. Donc, nous sommes en train de voir comment effectivement résoudre cette question-là. La Cour constitutionnelle, depuis vendredi dernier, examine la moralité du vote du dimanche passé et statue sur les éventuelles plaintes. Est-ce à dire que le deuxième tour, c'est dimanche 11 août 2013? Oh, naturellement, cette question ne se pose même pas de notre point de vue. Nous l'avons toujours dit, nous sommes dans les préparatifs du deuxième tour. Et franchement, nous sommes très loin de cette question de report. Et d'ailleurs, même si on le voulait, la Constitution ne permet aucune possibilité de report du second tour d'un scrutin présidentiel. Il suffit de se reporter à l'article 33 de notre loi fondamentale. L'article 33 de notre loi fondamentale, par rapport à son dispositif relatif justement à la question du second tour, n'envisage aucunement le report. Ce que la Constitution dit, c'est que entre les deux tours, si jamais il y avait un cas de décès ou d'empêchement d'un candidat, des deux candidats qui participent à ce second tour, il y a la reprise de l'ensemble des opérations électorales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après le texte de la Constitution du Mali, il n'est envisagé dans ce cas aucun report. Donc pour nous, le report, c'est vraiment une vue de l'esprit en ce qui nous concerne, parce que simplement c'est anticonstitutionnel. Alors que la fête soit républicaine.
Activité politique, le candidat de l'ADEMA PASJ, Draman Dambélé, appelle à voter Ibrahim Boubacar Keïta lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a animée aujourd'hui. Draman Dambélé justifie les raisons de son option. Nous l'écoutons au micro de Moïse Traoré. Conscient de l'appartenance de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, et du Rassemblement pour le Mali RPM, à la même famille politique, celle de l'international socialiste. Je lance un appel solennel à tous les militants de l'ADEMA, à tous mes compatriotes qui m'ont cru, à toutes les associations qui ont voté pour moi, de reporter leur voix sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle. Le porte-flambeau de l'ADEMA, en sa qualité d'ancien candidat, se dit détenteur d'un agenda républicain. Je ne me dis pas que j'ai été fouillé. Aujourd'hui, de façon interne, ce débat aura lieu, mais j'ai été trahi. J'ai été trahi. Ce qu'ils ont mis dans la plateforme au niveau du FDR, ils n'ont pas investi dans les partis. Donc ce débat interne, on va le faire. La refondation du parti est en marche. Au sein même de la plateforme, à l'interne, il y a un candidat qui avait déjà négocié avec d'autres candidats. Pourquoi il ne négocie pas avec moi? Ce n'est pas avec mon parti qui doit négocier. Draman Dambélé soutient avoir échangé avec les deux candidats au second tour, Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'y a pas eu de marchandage. Selon Draman Dambélé, l'option IBK est celle de la stabilité. L'Alliance pour la République soutient le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est le président de l'Alliance qui l'a annoncé. Oumar Ibrahim Touré est au micro de Mamourou Sidibé. Cette conférence de presse que nous venons d'organiser, c'est d'abord pour remercier le peuple malien qui a pu réussir le 28 juillet, mais également remercier l'ensemble des militantes et militants de l'APR qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous, ce qui nous a permis d'avoir un résultat très honorable en tenant compte de l'âge de notre parti, un parti qui a tout juste 2 mois et qui a pu se présenter à l'élection présidentielle et qui a pu également bien se classer. Et pour apprécier les résultats que nous avons obtenus, parce que nous avons obtenu des résultats qui nous permettent aujourd'hui de dire que notre jeune formation politique est installée sur l'ensemble du territoire national. Parce que dans tous les cercles de la République du Mali, des hommes et des femmes nous ont fait confiance. C'est pour nous non seulement d'apprécier tout cela et de féliciter et le peuple malien, de remercier le peuple malien et de remercier les militantes et militantes. Après analyse de l'ensemble des résultats, notre parti d'Alliance pour la République a décidé de soutenir Ibrahim Boubacar Keïta pour le second tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 11 août 2013. Parce que nous partageons beaucoup de valeurs et beaucoup d'idéaux avec lui. Nous avons un combat commun que nous avons eu à mener depuis plusieurs années. Justement, par rapport au deuxième tour de l'élection présidentielle, Choguel Kokala Maïga du MPR, Mamadou Sangaré, Blaise CDS Mogotigia, le parti Rassemblement Travailliste pour le Développement RDT et le parti Union pour la Démocratie et l'Alternance UDA apportent leur soutien total à la candidature de Ibrahim Boubacar Keïta et invitent leurs militants à concrétiser ce soutien pour un vote massif en faveur de IBK. Le candidat des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare était cet après-midi face à ses militants. Modibo Sidibé a salué au cours de cette rencontre les associations, les clubs de soutien, les militants des phares pour leur engagement lors des différentes étapes du scrutin présidentiel du dimanche dernier. Modibo Sidibé, qui a signalé les insuffisances dans l'organisation des opérations de vote, appelle désormais ses sympathisants à l'union et à la solidarité pour soutenir son projet de société Mali Horizon 2030. Adama Kodjo. C'est un Modibo Sidibé visiblement très confiant et satisfait des résultats enregistrés lors du premier tour de l'élection présidentielle au Mali, qui a pris parole sous les acclamations de ses partisans. Arrivé en 4e position avec 4,87% des suffrages exprimés, le candidat des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare salue le courage et l'abnégation de tous ceux qui l'ont soutenu. Il nous faut garder le cap.
L'élection présidentielle n'est qu'une étape. De nombreux autres rendez-vous décisifs nous attendent. Il nous faut rester unis et solidaires. Gardez foi en notre projet. Ce que vous avez réussi en si peu de temps est énorme. Je dis bien énorme. Il nous faut poursuivre l'effort et par l'exemple et par l'action, convaincre de la pertinence de la voie que nous avons choisie. Dans son adresse, Modibo Sidibé a souligné les insuffisances enregistrées lors des opérations de vote, des insuffisances qui, selon lui, doivent être corrigées afin de valoriser la mobilisation massive des électeurs. Il nous faut poursuivre le chemin qu'ensemble nous avons choisi de prendre. Nous devons continuer de travailler dans le calme et dans la sérénité pour construire le Mali que nous voulons tous, la République et la démocratie que nous souhaitons tant. Pour Modibo Sidibé, les grains sont déjà semés et pour la moisson, il en appelle les partisans à l'union et à la solidarité. Pour l'instant, le parti phare membre de la Convergence pour le nouveau pôle politique CNPP n'a pas encore de consigne de vote pour le deuxième tour de l'élection présidentielle du 11 août. La question reste un sujet de réflexion selon Modibo Sidibé. L'Alliance Château 2013 félicite le peuple malien pour sa participation massive au scrutin présidentiel du 28 juillet. Elle se réjouit surtout de la mobilisation particulière des femmes et des jeunes. L'Alliance Château 2013, conformément à sa vision et à l'engagement de sa candidate Aïdara Aïssata Alassane Sissé pour la paix et l'unité nationale, exhorte tous les citoyens maliens à accepter les résultats qui sortiront officiellement des urnes. Le Forum des organisations de la société civile du Mali salue l'effort déployé par la communauté internationale en appui aux élections présidentielles tenues le 28 juillet sur l'ensemble du territoire national. Se réjouit en dépit des cas mineurs de la qualité de l'organisation de l'élection présidentielle. Se félicite de la participation de qualité des organisations de la société civile du Mali. Exhorte les partis politiques et candidats à plus de retenue et au respect du code de bonne conduite. Demande aux partis politiques et aux candidats d'user des voies de recours qui sont heureusement offertes aux citoyens pour obtenir réparation en cas d'irrégularité. Maintenant, hors de nos frontières, en Tunisie, l'armée est à la recherche du groupe qui a assassiné 8 soldats. C'était lundi dernier, une menace sécuritaire qui provoque la colère de la population. L'armée tunisienne en pleine traque au mont Chambi. Leur cible, le groupe qui a sauvagement assassiné 8 soldats lundi dernier. Ils seraient en lien avec Al-Qaïda. Une menace sécuritaire qui attise la colère des manifestants contre le gouvernement d'Ennahda. Le parti au pouvoir n'a pas atteint les buts fixés par la révolution tunisienne. Nous voyons des problèmes partout. Il ne se soucie que de son propre intérêt. Notre objectif est de dissoudre ce gouvernement diabolique par tous les moyens. Une exigence de l'opposition depuis le meurtre du député laïque Mohamed Brahmi. Tous les soirs, ils sont des milliers dans les rues de Tunis. Une mobilisation massive, mais rien d'alarmant pour les députés d'Ennahda. Comme l'opposition, le parti islamiste au pouvoir déplore le récent assassinat politique. Pas de remise en question pour autant. Ce n'est pas une excuse pour l'opposition d'arrêter le travail ou de demander de changer le gouvernement. Je pense que ça, c'est normal dans une démocratie naissante. Le principal argument d'Ennahda, sa victoire dans les urnes fin 2011. Une légitimité incontestable pour ses partisans. Cette manifestation a pour but de dire que l'élection de l'actuel gouvernement est transparente. Nous rejetons toute action qui tenterait de changer l'actuel gouvernement et nous n'acceptons pas ces attaques. Un refus que ces Tunisiens comptent bien encore crier ce soir. Ennahda appelle à une grande manifestation de soutien. En face, l'opposition reste très mobilisée. En Côte d'Ivoire, 2 ans après la crise qu'a connue le pays, on continue toujours d'enterrer les morts. Une cérémonie vient d'être organisée pour rendre hommage aux victimes. 2 ans après la fin de la crise post-électorale, en 2010 et 2011, la Côte d'Ivoire continue d'enterrer ses morts. Ou plutôt réenterrer, mais plus dignement cette fois. Une cérémonie s'est tenue à Abidjan pour rendre hommage à 13 victimes. À cause des violences qui ont déchiré le pays, leurs proches n'ont pas pu se rendre dans une morgue ou un cimetière.
Dans plusieurs quartiers, les corps ont été enfouis à la hâte, un peu n'importe où. Ces familles pourront désormais se recueillir dans ce cimetière de la capitale. Ce n'est qu'un début. 13 corps inhumés, 50 à inhumer dans les semaines à venir. Il y a encore plusieurs autres qui sont encore dans les communes. Ils sont chaque jour, ils sont sur le terrain pour exhumer. Donc pour nous, tant que l'opération continue, on ne regrette pas, on espère que les choses iront jusqu'au bout. Pour organiser ces funérailles, les familles ont chacune reçu 500 000 francs CFA, environ 750 €. Une mesure diversement appréciée. On a tiré le corps aujourd'hui. Je remercie le président de la République. Il nous a, pour nous aider, pour nous soulager, à enterrer nos enfants. Si maigre qu'il soit, je remercie le gouvernement, je remercie le président Alassane Ouattara d'avoir donné ce petit quelque chose, bien que c'est petit, mais ça va nous permettre de toutes les façons de faire quelque chose. La campagne d'exhumation des victimes a été lancée il y a 4 mois à Abidjan et dans tout le pays. Il reste encore des centaines et des centaines de corps à identifier et à inhumer. Pour véritablement faire leur deuil, les familles réclament aussi le droit à la justice. Sur le continent toujours, nous irons en Guinée-Conakry où le délestage provoque des manifestations de rue. Nous parlerons du Burkina Faso avec la grogne des étudiants, ensuite de la signature d'un important document de voyage entre le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya. Et enfin, nous ferons un tour au Congo pour cette fois-ci parler de santé. Mais voyons d'abord ce qui se passe en Guinée-Conakry. Des bureaux pillés, saccagés, des véhicules incendiés. C'est tout ce qui reste du siège d'électricité de Guinée. La colère des manifestants est passée par là. Depuis 3 semaines, ils protestent contre les coupures incessantes de courant à Conakry. Comment vous pouvez imaginer, dans un pays comme le nôtre, qu'il n'y a pas à ce stade d'électricité en Guinée? Combien de gouvernements se sont succédés depuis 58 ans le jour? Les émeutes ont fait 13 blessés depuis jeudi. Moi, je ne peux même plus me calmer. Au Burkina Faso, la colère des étudiants de l'université de Ouagadougou. Prévenus la veille de la fermeture de leur cité universitaire pour les vacances, ils ont dû quitter précipitamment les lieux. Bilan des affrontements avec la police, 23 blessés, une cinquantaine d'arrestations et de nombreux véhicules incendiés. Signature d'un accord de libre circulation entre le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. À partir du 1er janvier prochain, leurs ressortissants pourront voyager dans ces pays munis simplement de leur carte d'identité. Les touristes, eux, n'auront besoin que d'un seul visa. La Tanzanie et le Burundi pourraient à leur tour prochainement signer cet accord. Des soins gratuits pour des centaines d'habitants de Dolisie au Congo. Pour la 3e année consécutive, des médecins français et congolais se sont installés à l'hôpital de la ville. Une mission humanitaire de quelques jours pour sensibiliser et soigner des personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Les patients ont pu bénéficier d'une prise en charge et de médicaments entièrement gratuits. Retour à l'actualité nationale, écho de nos régions à Kaï, conseil d'administration du complexe de Loulo et de Gunkoto, 2 sites miniers exploités par la compagnie sud-africaine Randgold Resources. Cette session intervient à un moment où la baisse des cours de l'or affecte sérieusement une bonne partie de l'industrie aurifère. Jafar Aïdara. Ce conseil d'administration du complexe de Loulo et Gunkoto s'est déroulé à un moment crucial dans la mesure où le métal jaune est en baisse de cours, qui a plongé une bonne part de l'industrie aurifère dans une grave crise. En marge de ce conseil d'administration, le directeur Marc Brissot a tenu une conférence au cours de laquelle il a nombre de pôles qu'a confiance au Mali. Donc ces conseils que nous tenons, c'est de voir périodiquement, tous les 3 mois, comment les actes que nous avons posés rentrent dans le cadre de nos prévisions. C'est l'occasion pour lui de venir et de vérifier à travers toutes les mines dont il a la gestion, dont Morila, Loulo et Gunkoto, comment son équipe managériale a réagi par rapport à ces décisions qui sont prises afin que nous puissions gérer nos activités de la plus bonne manière pendant cette situation-là. Marc Bristow a fait remarquer
En 2012, les mines de Randgold au Mali avaient représenté 10,8% du PIB national. Cette année, la société devrait reverser quelques 170 millions de dollars directement à l'État malien sous forme de taxes et de redevances. Donc, s'agissant des deux autres mines, notamment Gunkoto, là aussi, il peut dire que la mine est en progrès et continue d'avancer. The expansion and investments on improving efficiencies. Il est ressorti de ce conseil d'administration des recommandations, entre autres la valorisation des cadres maliens par un renforcement des capacités à travers les formations ciblées pour remplacer les expatriés et l'augmentation de la production afin de faire face à la chute du cours de l'or. La Chambre régionale d'agriculture de Sikasso a tenu la 3e session de son conseil. Objectif, consolider les acquis de 2013 et renforcer les capacités des acteurs de la Chambre. Au RTM Sikasso, le compte-rendu de Bambé Idrissa Touré. À l'ordre du jour de cette session de la Chambre régionale d'agriculture, la présentation et l'adoption du projet du partenaire technique et financier PAPAM pour 2014, la présentation du rapport d'activité 2013 de la Chambre régionale d'agriculture. On a parlé d'abord des difficultés, des contraintes de la campagne qui est en cours. Vous voyez, on a fait le bilan de la campagne dernière en agriculture. On a trouvé que c'était une campagne qui a été favorable. Mais cette année, il y a eu des difficultés de démarrage. Surtout l'installation des pluies, ça a été difficile. Ensuite, la répartition aussi n'a pas été régulière. Au titre de 2014, la Chambre régionale d'agriculture entend consolider les acquis de 2013 et renforcer les capacités des acteurs. Face à l'état actuel du pays et au changement climatique, donc on pourra trouver une solution pour quand même la survie de l'agriculture. Et il est grand temps que tout le monde tourne les yeux vers les producteurs et appuie les producteurs pour le bien-être de la population de la nation. Une étape importante dans la marche de cette centrale du monde agricole. Rappelons que la présente session de la Chambre d'agriculture est la 3e session au titre de l'année 2012-2013. Elle regroupe les délégués venus de l'ensemble des cercles de la région. Plus d'eau potable pour les habitants de Gao. En effet, l'opération Serval vient de lancer une vaste campagne de réhabilitation des pompes à eau. Cette réhabilitation concernera 12 pompes à motricité humaine. Les travaux de réhabilitation se chiffrent à 3 millions de francs CFA. Notre reporter Drissa Kone était dans le quartier Gourgoundier où s'est déroulée la cérémonie. Voici son compte rendu. Le manque d'eau potable est en passe de connaître une solution définitive dans la cité des Askia. Après la livraison des pompes à la Somagep, l'opération Serval vient de lancer une vaste opération de réhabilitation de 12 anciennes pompes abandonnées ça et là à travers la ville de Gao. L'action se situe dans la continuité de la reconstruction. Nous avons comme devise en France, dans l'armée, parfois détruire, toujours de réaménager pour alimenter un jardin de groupement de femmes. Abandonné il y a de cela plus de 10 ans, l'eau y coule aujourd'hui à la satisfaction de la population du 8e quartier de Gao. Sa réhabilitation qui a duré 15 jours a coûté 3 millions de francs CFA à l'opération Serval. En dehors de nous libérer, il continue à participer à notre développement et à notre vie de tous les jours. Gao vit aujourd'hui grâce à Serval. Grand merci pour pouvoir effectivement penser à des actes de ce genre. Grand merci pour pouvoir renforcer davantage les liens qui unissent effectivement les forces armées et de sécurité ici au niveau de Gao avec la population. Une 3e pompe sera inaugurée bientôt, nous a confié le général de l'opération Serval. Un fait important, l'entretien de ces ouvrages est confié au chef de quartier. Retour de l'administration dans les régions du Nord, le gouvernement du Mali appuie les services techniques de l'État et vient de mettre à la disposition de plusieurs structures des véhicules. Suivons le reportage de Yaya Tandina. Ces 3 Toyota Hilux flambant neufs viennent d'être mis par l'État malien à la disposition du gouvernorat de Tombouctou. Ces engins remis aux membres du cabinet du gouverneur permettront à ces derniers d'améliorer leurs conditions de travail. Les autres services tels que la police et la direction régionale de la protection civile ont reçu chacun un véhicule pick-up.
Il en est de même pour la gendarmerie prévôtale et l'Office malien de lutte contre les stupéfiants Antin de Tombouctou. Pour les bénéficiaires, cette dotation permettra de renforcer la capacité opérationnelle des différentes structures sur place. On vient d'avoir 2 véhicules flambant neufs. Cela vraiment renforce nos capacités d'opération. Et il est bon quand même de remercier aujourd'hui les autorités qui ont mis ces véhicules à la disposition vraiment du commandant de compagnie et du chef de la cellule des stupéfiants. Avec ces nouvelles mesures, les autorités s'engagent à accompagner les services techniques afin que le retour de l'administration soit effectif. Clôture hier après-midi à Sirakoro, Dunfing, en commune 3 du district de Bamako, de la première édition de l'opération Les Cantines du Cœur. L'initiative vise à soulager les déplacés et autres personnes vulnérables en ce mois béni de Ramadan, compte rendu à Guibou Koulibaly. Au départ, l'objectif de l'opération Les Cantines du Cœur était d'y faire bénéficier 2000 personnes. Selon les initiateurs, ce chiffre est atteint, car 7000 personnes ont été servies. C'est un projet qui a été initié par Malamine Kone. C'est pour venir en aide aux gens qui sont dans la nécessité pour couper le jeûne. Donc on a vu qu'ici, vraiment dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté. Donc justement, l'opération consiste à préparer des repas chauds et à leur offrir. Donc on a commencé depuis le premier vendredi. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi. Donc l'opération s'est très bien passée. Un geste de solidarité hautement apprécié par les bénéficiaires. Lorsque nous étions à la mosquée ici, on nous a informé comme quoi on a fait un don. Donc tous les musulmans sont appelés ici pour venir pour la coupure du joint ici. Quand même tout le monde est content. Comme vous voyez la masse, les gens sont sortis massivement. L'opération Les Cantines du Cœur a coûté plus de 14 millions de francs CFA. Un financement acquis grâce à la donation du président d'honneur de l'Alliance pour la paix et la solidarité, Malamine Kone. Autre grand titre de ce journal, football, Coupe de la Confédération, phase des poules. Le stade malien de Bamako reçoit demain le club sportif Sfaxien de Tunisie au compte de la deuxième journée. Les Blancs sont condamnés à gagner pour ne pas se faire distancer après leur défaite inaugurale 2-0 en terre éthiopienne. Notre reporter Siragatou Sissé est allé voir dans quelles dispositions le stade malien prépare ce match. Depuis son match à rater à Addis Abeba contre Saint-Georges d'Éthiopie en ouverture de cette phase de poule Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako sait désormais qu'une nouvelle contre-performance constituerait un véritable handicap pour la suite des opérations. C'est avec beaucoup de regrets que les Blancs sont retournés au Bercail. La défaite lors du premier match en Éthiopie nous met un peu la pression, un peu plus, parce qu'on se retrouve dans l'obligation de faire un très bon résultat, donc de gagner ce match-là, pour se remettre dans la course aux 2 premières places. Pour sa deuxième sortie ce dimanche dans la poule A contre le club sportif Sfaxien de Tunisie, le stade malien de Bamako doit se concentrer sur son sujet, se montrer réaliste, percutant et solidaire. Sans enfoncer le couteau, les supporters veulent voir le stade malien forcer son destin. Les joueurs et l'encadrement, vexés par le faux pas en terre éthiopienne, ont promis un sursaut d'orgueil à domicile. Je dirais que ça ne sera pas un match facile, parce que vu qu'on a déjà fait une défaite à l'extérieur, donc je pense qu'on va venir avec nos armes pour pouvoir gagner ce match. Le triste parcours concédé en 2012 dans cette compétition est resté au travers de la gorge. Le stade malien de Bamako a terminé à la 4e place avec 0 victoire, 3 nuls et 3 défaites. Ce dimanche, face au club sportif Sfaxien de Tunisie, le stade aura devant lui une équipe presque à valeur égale. Comme le stade malien de Bamako, le club Sfaxien a été sacré champion et vainqueur de la Coupe nationale. Ce club régional dirigé par un entraîneur expatrié, le Néerlandais Ruud Krul, a à son tableau de chasse 8 titres de champion, 4 Coupes nationales et 3 trophées en Coupe de la Confédération. Le dernier date de 2008, soit 1 an avant celui du stade malien de Bamako. On devra assister ce dimanche à un match indécis entre Stadis et Sfaxien. Mais l'équipe la plus forte mentalement et physiquement empochera les 3 points de la victoire et se relancera dans la course. Bonne chance au stade malien. Donc, stade malien, club sportif Sfaxien, coup d'envoi demain, dimanche 16h30 au stade Modibo Keïta. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation.